Lors d'un achat d'une résidence, c'est toujours important le côté légal. Michel, tu nous présentes une spécialiste à ce niveau. Voilà, c'est une première chronique d'une série d'ailleurs sur les questions légales touchant le monde de l'immobilier, de la construction. Maître Quidry est une spécialiste en la matière. Et cette semaine, il est question d'achat sans garantie légale. Elle va nous donner quelques détails très importants à savoir à ce propos. Alors aujourd'hui, si la question de vente avec garantie légale vous intéresse, eh bien, on va en apprendre davantage là-dessus avec Maître Quidry, qui est une experte en la matière. Dites-moi, à quel endroit on trouve cette mention de vente sans garantie légale? Alors, la mention de vente sans garantie légale, on la trouve souvent dans les contrats de vente immobiliers et généralement, on la trouve dans les contrats de vente de chalets, de succession, de reprise de financement. On utilise souvent cette mention pour se protéger surtout d'immeubles qu'on n'a pas vraiment occupés. D'accord. Donc, c'est ça vraiment, la mention est venue pour justement un peu se protéger de ce qui pourrait arriver après la vente, comme découvrir des vices ou peu importe. Alors, un achat, ça peut faire peur un peu sans garantie légale, mais est-ce qu'on a quand même une certaine couverture là, advenant des vices cachés? Bien, si la mention est juste seule mentionnée, c'est-à-dire vente sans garantie légale telle quelle, juste cette mention-là, oui, ça couvre les vices cachés. Mais si on rajoute « et à ses risques et périls », là, on ne couvre plus les vices cachés. Bien. Alors, il y a la mention « à ses risques et périls oui. » qui prend une place très, très importante là, dans la notion. D'ailleurs, actuellement, on trouve vraiment pratiquement, je dirais, je vais garder 1%, mais 99% des temps où on va trouver, quand on voit un immeuble sans garantie légale, toujours suivi de la mention « à ses risques et périls ». D'accord. Oui. Ça veut dire que à ce moment-là, le vendeur a dû faire une déclaration, justement, dans quel état était la maison. Et est-ce que tout ça vient avoir une influence là, sur les risques et périls? Justement, vous faites bien de mentionner ça. Le vendeur, actuellement, par la loi, est obligé de faire la déclaration du vendeur. Ça permet d'une certaine façon de contourner ce problème-là de à ses risques et périls en cas où le vendeur avait connaissance d'un vice et puis qu'il l'a vraiment caché. Il a fait ce qu'on appelle des fausses représentations. Là, on pourrait aller vers ce qu'on appelle le dol, qui est vraiment utilisé dans le cas où le consentement de l'acheteur est vicié. C'est-à-dire que si l'acheteur connaissait cette réalité qu'a caché le vendeur, n'aurait pas contracté ce contrat. D'accord. Si j'avais su, je n'aurais pas donc fait d'offre d'achat sur ce bâtiment si on me l'avait dit. Alors à ce moment-là, ça devient un vice qui était assez important justement pour justifier là, le non-achat. Absolument. C'est-à-dire que le vendeur, s'il sait des choses et qu'il l'a omis malgré que ça a été discuté et que l'acheteur n'a pas été mis au courant, là, on parle de fausse représentation et à ce moment-là, on peut passer par le dol pour un peu contourner ce problème et puis dire qu'on a été induit en erreur. Induit en erreur et donc faire la preuve qu'il y avait de ces vices cachés connus et qui n'ont pas été dévoilés révélés par le vendeur via son obligation de déclaration du vendeur. D'accord. Oui. Et cependant, cette procédure-là ne s'applique pas nécessairement à tous les individus. Là. Il y a des gens vers lesquels on ne peut pas avoir ce genre de recours-là. Alors, en fait, on ne parle pas vraiment du recours, mais on parle de la mention à ses risques et périls qui, elle, ne peut être utilisée que par les vendeurs particuliers qui ne sont pas professionnels. D'accord. Tant qu'il s'agit de vendeurs professionnels, la mention à ses risques et périls est actuellement pas possible d'utiliser. Bien. Pour résumer tout ça, donc, quand on est face à une situation où on va se porter acquéreur d'un édifice sans garantie légale, d'une résidence, d'un chalet, d'un bien en tout cas, il faut être certain d'avoir en main
tous les détails et toutes les données pour éviter de se retrouver devant une problématique qui nous amènerait devant la cour, en fait. Absolument, il faut se renseigner. Moi, je conseille toujours de se faire accompagner dans le processus d'achat, notamment par des professionnels dans la matière. Et il y a des courtiers immobiliers pour ça, il y a des avocats pour ça, il y a des notaires pour ça qui pourraient nous renseigner un peu avant de signer un contrat ou de prendre une décision par rapport aux courtiers immobiliers qui, eux, sont plus là pour accompagner l'acheteur dans le processus. Eh bien, il ne faut pas hésiter à vraiment faire recours à des professionnels. Et poser des questions pour obtenir des réponses et avoir de bons conseils. Toujours. On ne pose jamais suffisamment de questions. Absolument pas. Maître Quidry, merci beaucoup. Merci On se retrouve bientôt, c'est intéressant. Absolument, ça me fait plaisir. Cette chronique vous a été présentée par Maître Zineb Quidry, avocate et associée chez BTK Avocats.